Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 165e Citrep sur la Syrie et sur la Palestine, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes, bonjour à tous. Voilà, notre actualité continue, très riche, très mouvementée, Très dense. concernant aussi bien la Syrie que la Palestine. Effectivement, Alors, effectivement une actualité très dense depuis notre dernier rendez-vous le 3 janvier dernier, avec notamment l'assassinat. On avait parlé de l'assassinat d'un responsable du Hamas, et là c'est l'assassinat d'un responsable, d'un commandant du Hezbollah qui a été donc assassiné par Israël au Liban. On va en parler dans un deuxième temps. On va parler de la situation avec les Houthis qui continuent leur action en mer Rouge et qui dérangent en haut lieu. On va parler de l'attentat en Iran qui a fait une centaine de morts, hein, un attentat très sanglant dont a été victime l'Iran. Et on va parler accessoirement de la tournée de Blinken au Proche-Orient. Mais surtout, on va parler en premier lieu de la plainte initiée auprès de la CIJ par l'Afrique du Sud. La CIJ, c'est la Cour internationale de justice, qui est une cour distincte de la CPI. Je le dis d'emblée, hein. Donc la CPI, c'est une cour pénale donc, pour poursuivre des personnes, comme par exemple Netanyahou, alors que la CIJ dont on va parler ici, c'est pour poursuivre des États, pour régler les différends entre États. Et Israël est signataire de la CIJ, mais n'est pas signataire de la CPI. Petite précision d'emblée. Voilà, alors est-ce que tu peux nous parler de cette plainte Aïssa Midani qui, je alors, crois, revêt une grande importance? en fait, c'est un événement historique, hein, que aujourd'hui un certain nombre l'Afrique du Sud, qui est aussi signataire de la CIDJ, en fait, de cette Cour internationale de justice, qui a été créée d'ailleurs en 48, hein, au même titre qu'Israël. Cette cour a été créée en 1948, hein, contre les génocides, en fait, pour dire, après effectivement l'Allemagne nazie et après la Shoah et un certain nombre de choses qui ont été reconnues contre les Juifs, les crimes de génocide, dont a été accusée l'Allemagne nazie, donc que ça ne sera plus jamais ça. Alors le paradoxe, c'est que Israël, qui est membre fondateur effectivement de cette Cour internationale de justice contre les génocides, c'est Israël qui commet les génocides. Je voudrais dire que aussi l'Afrique du Sud a été un pays qui a souffert du génocide et de la ségrégation raciale, de l'apartheid. Et en fait, suite à des luttes importantes, en fait, dirigées par, bien sûr, Nelson Mandela, paix à son âme, et l'ensemble du peuple en Afrique du Sud, elle a accédé effectivement à une indépendance et à une reconnaissance, en fait, de cette situation d'apartheid, et puis une condamnation de l'apartheid. Et donc, ils sont devenus aujourd'hui un grand pays comme l'Afrique du Sud qui sait ce que c'est l'apartheid, le génocide et puis l'épuration ethnique, hein, porte donc devant cette Cour internationale de la justice, hein, une plainte contre l'État fantoche d'Israël, en fait, pour génocide du peuple palestinien. Donc hier, c'était le début des plaidoyers justement des chefs d'accusation, en fait, menés d'abord par le ministre de la Justice de l'Afrique du Sud, et puis de la représentante de l'Afrique du Sud au sein de cette Cour internationale de justice. Il y a eu 7 avocats qui ont présenté, dont
le grand avocat, monsieur, je ne sais plus son nom, en fait, qui est très connu et qui est membre justement qui est membre du centre de Cambridge pour l'étude en fait pour la Palestine et qui pour l'étude aussi de l'extrémisme en fait, hein, dont le président est le professeur Makram Houri Makhoul, qui sont aussi très partie prenante aussi de cette plainte qui est portée effectivement par l'Afrique du Sud. Alors, les avocats qui ont présenté les faits, ils ont présenté vraiment des vidéos qui montrent d'abord des faits du terrain, mais sans aller dans les grands spectacles, je dirais, dans les images terribles qu'on voit à Gaza tous les jours, les bombardements et les gens qui sont blessés, Mais en fait, des statistiques très, très, très précises. C'est du style, donc on est au 97e jour de l'agression aujourd'hui. Hier, c'était le 96e jour de l'agression. Et il y a eu 23 210 000 morts, 210 morts, dont 70% pratiquement sont des femmes et des enfants, 95 000 blessés. Et en fait, la représentante qui dit il y a eu 6 000 à 7 000 bombes qui sont tombées, 6 000 bombes par semaine, et il y a en plus 6 000 à 7 000 personnes qui sont sous les décombres, qui sont encore pas enterrées, pas reconnues, etc., et qu'on a du mal à sortir. Donc, en fait, ils ont présenté des faits. Ils ont présenté des vidéos qui relatent des responsables israéliens qui tiennent des propos du style les Palestiniens sont des animaux qui n'ont pas le droit de vivre, nous combattons des animaux. Donc, les propos de Netanyahou, les propos de personnes de son cabinet, des propos de personnes qui disaient même qu'il fallait, c'est un ministre, qu'il fallait quand même balancer une bombe atomique sur Gaza. Un autre c'était un des maires, notamment le maire de Jérusalem, qui disait qu'il fallait enterrer tous les Palestiniens vivants. Et puis, donc, en fait, des propos de ce genre qui sont filmés, qui ont été effectivement présentés comment dire, en pièces de conviction, en fait, de ce que c'est. Et les déplacements forcés des populations, la plupart des populations qui ont été déplacées 2 fois, 3 fois, 4 fois, leurs maisons détruites. Pendant leur déplacement, ils ont été bombardés. Et on les déplace dans des lieux sûrs, réputés sûrs, mais ils sont bombardés aussi bien sur le chemin qu'en arrivant. Les centres, donc les hôpitaux qui ont été bombardés, les centres d'hébergement, donc en fait, ils ont raconté tous les faits que nous savons, que nous répétons en fait dans nos sites depuis le début du déluge d'Al-Aqsa. Et qui en fait sont devenus pratiquement familiers à l'agression israélienne et qui ont été répétés donc avec des vidéos, etc. C'est entre les agressions contre les bombardements des lieux de culte, les bombardements des hôpitaux, les bombardements des villes, des lieux d'habitation, et puis les déplacements forcés des personnes et même des blessés, l'agression contre les blessés, qu'on oblige de quitter en 1 heure un hôpital
en plein hiver. Et donc, voilà. Et donc, Il y aurait tellement de choses à dire, je sais pas s'ils ont tout dit, par exemple, est-ce qu'ils ont parlé de... non, T'as peut-être pas non, tout visionné. ils ont dit vraiment les faits, Mhm. Essentiel, les plus euh, forts. des faits marquants, je Mhm. peux dire. Bon, en fait, ils ont déplacé les gens du nord vers le sud en 24 heures, alors qu'ils n'avaient rien. Ils arrivent au sud, et puis surtout le fait que l'électricité est coupée, l'eau est coupée, pas de fuel, pas de vivres, même les secours humanitaires sont aussi interdits par le passage de Rafah, ce qui est contrôlé en plus par les Israéliens. Et en plus, rien n'arrive au nord. En fait, c'est un génocide qui se fait. En fait, ils disent que il se fait non seulement par le bombardement et la tuerie de la population, mais aussi par l'interdiction de toute condition de vie. Donc, en affamant la population, en la faisant mourir de froid et en interdisant tous les moyens substantiels de vie à la population. Bon, donc ça a été vraiment le dossier et plusieurs dossiers. Donc, ce qui était formidable, c'est que leur présentation était complémentaire, il n'y avait pas de répétition, ils étaient ils montraient vraiment tous les chefs d'accusation de manière très claire et bien documentée et bien étayée. Alors, cela me fait penser Donc, à un propos qu'on n'avait pas eu voilà. l'occasion de commenter au dernier site rep, parce que c'était des Mm, propos qui étaient sortis dans la presse le 3 janvier, le jour de la sortie de mm, notre site rep. C'était des mm. ministres du cabinet Netanyahou, deux notamment, qui avaient des propos très similaires, où ils disaient qu'il fallait inciter la population palestinienne à quitter Gaza. Oui, Et il donc, disait qu'il fallait effectivement inciter la population à quitter Gaza et ça s'appelle du il disait nettoyage ethnique. aussi, Ça s'appelle du nettoyage. il disait aussi, on va les inciter mais sans violence. Mais en fait, ça veut dire quoi sans violence alors qu'ils sont en train de bombarder leurs maisons? Ils sont en train de les poursuivre sur les chemins pour les bombarder. Ils les ont fait déplacer du nord vers le sud et du sud vers le milieu, etc. Et puis maintenant, vous allez partir dans le désert de Sinaï. Comment on peut oser dire que c'est sans contrainte. On les laisse partir sans contrainte. Bien Donc sûr ça, que de c'est toute façon, depuis le départ, le projectionniste s'est appuyé sur les deux béquilles. Une béquille violente, avec les attentats, Ingourn, Stern et compagnie dont tu as déjà parlé. Et d'autres parties, c'est l'achat de terre, tout la à fait, corruption, etc. tout à fait. Et comment dire, le truchement de la loi. Voilà. Alors, Oui, puis la loi aujourd'hui, c'est eux ils sont qui en la train, font. Donc, aujourd'hui, ils sont en train aussi de dire, pas seulement, il faut quand même voir les interventions, pas seulement à Gaza. Là, moi, je sors un peu du cadre de la Cour pénale de justice parce que il faut voir la Cisjordanie. Jénine est envahie tous les jours. Avec des bulldozers, ils détruisent des maisons, ils détruisent des cultures, ils détruisent même la ville, en fait, les lieux de passage, les rues, les machins, il les arrache avec les bulldozers et les grandes machines à racler, là, le sol. Ils arrachent les cultures, ils arrachent les oliviers, ils les empêchent de cueillir leur récolte, hein, etc. Donc, ajouter au fait qu'ils envahissent les maisons tous les jours. Et là, je peux vous dire que depuis le début même depuis le 7 octobre, il y a eu plus de 5000 arrestations parmi les Palestiniens. Des arrestations comme ça, abusives, arbitraires, dites administratives. Ils font éruption en plein milieu de la nuit dans des maisons. Ils raflent tout le monde et après ils libèrent un ou deux et puis après ils les reprennent, etc. Donc ça, c'est le quotidien des Palestiniens.
dans la soi-disant zone qui est sous le pouvoir et sous l'égide de l'autorité palestinienne. Inutile de dire que l'autorité palestinienne n'a aucune présence et aucune autorité, que ce sont en fait toute la Palestine est livrée en proie à cette armée israélienne qui fait ce qu'elle veut et aux colons qui aussi s'attaquent quand ils veulent aux Palestiniens. Ils s'attaquent à leurs maisons, ils les virent de leurs maisons et ils envoient aussi même des trucs incendiaires à l'intérieur des maisons par les fenêtres. Hein. Ils interdisent les enfants d'aller à l'école. Enfin bon, donc voilà. Il faut dire aussi que la destruction des hôpitaux, maintenant, elle s'est étalée aussi à Jenin, à Tulkarem, etc. Les hôpitaux sont particulièrement visés. Et quand on parle d'hôpital qui est détruit, c'est empêcher la population d'accéder à la santé, d'accéder aux médicaments. Et c'est un argument aussi en fait, aussi de génocide et d'épuration ethnique. Parce qu'en fait, tout ce qui empêche tout ce qui nuit à la capacité de vie, je dirais, quelque part, ça fait partie, effectivement, sont des arguments de l'épuration ethnique et du génocide. Alors une pratique dont Donc, on a parlé et qui continue, même si elle ne fait pas partie des critères de génocide, c'est une pratique vraiment extrêmement délétère, détestable, c'est le fait de cibler les journalistes. Il y a encore eu des journalistes ou des familles de journalistes palestiniens qui ont été ciblés, et ça absolument, c'est vraiment extrêmement tout vil. à fait. Tout à fait. Il y a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au 97e jour de l'agression, voire le 98e aujourd'hui, il y a eu 110 journalistes qui ont été visés, c'est-à-dire en moyenne plus d'un journaliste par jour avec leur famille. Élise Lucet en a Ça, parlé. c'est... Élise Lucet a fait Hein? Élise Lucet en a parlé. Elle a fait une petite passive vidéo sur internet où elle dit que c'est pas Ouais. normal, c'est le seul conflit au monde où les journalistes ne peuvent pas faire leur travail. Et voilà. Ça, d'une part, effectivement. D'autre part, les cadres médicaux, les urgentistes, les ambulances, les médecins. Les médecins ont été arrêtés et l'hôpital Al-Shifa, rappelons-le, a été transformé pratiquement en centre de détention où tout le monde a subi l'interrogatoire, etc. On ne sait pas d'où ce qu'ils sont devenus parce que justement, tous les journalistes qui pouvaient envoyer des informations ont été tués ou écartés en fait. Mm, mm. Donc là aussi, tous les hôpitaux de la bande de Gaza ont été anéantis, hors d'état de fonctionner. Impossible de recevoir aussi les aides humanitaires, les médicaments, les pansements, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins ont déclaré on reçoit les blessés sont couchés par terre, on était obligé de faire des amputations sans anesthésie, même des amputations pour des enfants sans anesthésie. Imaginez si c'était vos enfants, chers amis. Et puis, c'est assez incroyable quand même. Les enfants, les adultes, les femmes, il y a une véritable agression et agressivité vis-à-vis des femmes enceintes, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des enfants. Même, je rappelle quand même les enfants prématurés à l'hôpital Al-Shifa, on leur a arrêté l'oxygène pour les tuer. Alors, des quantités d'enfants sont tués. Et les déclarations de certains responsables sionistes qui disaient, de toute façon, ces enfants sont les combattants de demain, il faut les tuer. Ils sont tous des terroristes. Les bébés sont des terroristes, les enfants sont des terroristes, etc. Il faut les tuer. Donc, ces propos ont été effectivement assez déballés hier devant cette cour internationale. Je peux dire que en fait, donc tout ça, ça a été très très bien, euh, très bien Documenté. étayé Mhm. et documenté.
c'est quelque chose qui manifestement va aboutir à la condamnation, en fait, ou à la reconnaissance que c'est un génocide, effectivement. Ce qui fait que l'État hébreu, l'État israélien et ceux qui le soutiennent perdent la tête, en fait. Ils sont très affolés parce que si ce verdict tombe dans ce sens, il va y avoir comment dire, une décision qui doit être exécutée immédiatement. En C'est attendant aussi la Cour, en attendant la suite des vérifications, il y a un arrêt des raisons, des conditions de génocide immédiat qui, a, qui doit être fait. Mhm. Voilà. Pour bien comprendre ce que tu viens de dire, donc tu parlais d'Israël et de ceux qui le soutiennent. Si Israël est condamné pour génocide par la CIJ, est-ce que ça veut dire que du coup, automatiquement, les pays qui soutiennent l'agression militaire d'Israël contre les Palestiniens seront accusés de complicité de génocide, notamment la Grande-Bretagne, Exactement. les États-Unis? Notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis qui soutiennent parfaitement cet État fantoche, puisque c'est leur allié de base. Hein. Et ils seront aussi, il y aura des répercussions aussi bien sur l'un que sur l'autre. D'ailleurs, on voit que tout le monde s'est un peu affolé parce qu'à partir du moment où l'Afrique du Sud a montré, a dit son intention en fait de porter plainte et elle a commencé par porter plainte. On a vu que Blinken, le principal soutien quand même d'Israël, qui est le ministre des Affaires étrangères américain quand même, il faut le savoir, qui s'est dépêché à venir en Israël déjà. Il est allé en Turquie, il est allé en Irak, il est allé voir l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats, etc., les Émirats arabes unis, toujours dans alors, bien sûr, il n'y a eu absolument aucun communiqué qui en est sorti, mais on suppose qu'il y a deux points quand même qui sont très importants là-dessus. C'est continuer à assurer quand même le soutien à Israël et empêcher que Israël ne soit que condamné. Ça, d'une part, parce que tout le monde est très inquiet de cette Cour internationale de justice et de ce qu'elle peut donner comme verdict. Hein. Et puis, un autre côté, continuer quand même à assurer le soutien total à cet État fantoche aussi et surtout éviter l'écroulement économique. Parce qu'il faut dire quand même que cette guerre leur coûte beaucoup à plusieurs niveaux. D'abord parce que il y a beaucoup des gens de l'armée qui sont donc mobilisés, de l'armée israélienne j'entends, qui sont mobilisés et qui en fait d'habitude ils sont dans la production. Donc ça c'est un aspect de la chose. Deuxièmement, bien sûr le coût des déplacements de tous les colons Près de la frontière qui libanaise? sont dans les colonies avec la frontière libanaise et oui, justement, qui refusent d'y retourner et qui sont vidées complètement, toutes ces colonies. Donc, il faut aussi leur trouver non seulement des indemnisations, mais aussi des maisons d'accueil, etc. Il y a aussi tous les colons qui sont aux alentours de Gaza aussi, qui ont quitté aussi leur colonie. Ajouter au fait, quand même, ça c'est l'aspect économique, ajouter au fait que par le soutien que mène la résistance yéménite, le Yémen, à la Palestine, et qui dit clairement, de toute façon, aucun navire
israéliens ou qui transportent des biens ou des marchandises pour Israël ou qui émanent d'Israël, il n'aura pas le droit de circuler dans la mer Rouge. Et cette déclaration a été bel et bien appliquée, effectivement, par le Yémen, par la résistance yéménite et l'ensemble de l'État yéménite. Hein. Ça a fait que beaucoup de sociétés de transport ont changé complètement la trajectoire de leurs navires et donc ne passent plus par la mer Rouge. C'est donc tout ce qui est transport pour Israël et émanant d'Israël et peut-être pour d'autres aussi, c'est les navires qui ont une petite propriété ou une participation israélienne dans leur propriété. Aussi, ils ont été visés et ils ont dû changer de trajectoire. Donc ça, c'est très important parce que ça augmente le prix des denrées et ça. Par contre, il est clair que les Yéménites ont à plusieurs reprises affirmé que la sécurité de navigation dans la mer Rouge est tout à fait garantie pour tous les autres navires hein, qui vont dans les autres pays et donc il n'y a absolument aucune raison pour craindre l'intervention yéménite en mer Rouge. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que avant-hier, il y a 2 jours, les États-Unis ont demandé à ce qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité concernant ces décisions au Yémen. Ben, elles sont pas nouvelles, les décisions, mais en fait, hein, alors qu'il y a eu plusieurs bateaux qui ont été arraisonnés et interdits de passer par les Yéménites, il y a eu une agression de l'armée américaine contre des intervenants du Yémen qui essayaient de contraindre un navire américain à changer de route hein, parce qu'il allait vers Israël. Donc il y a eu une attaque vraiment et ils ont tué plusieurs plusieurs officiers yéménites en mer Rouge. Suite à ça, alors non seulement ils agressent et ils demandent effectivement à ce que le Conseil de sécurité se réunisse, lequel s'est réuni et sous l'influence américaine a pris la décision de effectivement que il faut garder la stabilité et la sécurité en mer Rouge. Mais c'est tout en fait. Ils n'ont pas condamné le Yémen ni rien. Mais voilà que cette nuit, les Américains et les Britanniques ont agressé le Yémen, le pays du Yémen. Donc, il y a eu des bombardements à Sanaa, des explosions à Sanaa du côté de l'aéroport, à Hodeïda. Hodeïda, c'est le port en fait aussi. Il y a eu plusieurs agressions dans différentes parties du pays, mais des agressions avec des bombardements importants qui ont été revendiqués ce matin aussi bien par Biden qui justifiait le fait que c'était normal que nous mettions fin à l'empêchement ou à l'augmentation de l'instabilité à la mer Rouge et aussi par l'Angleterre. Alors que il est important aussi de voir ça, le Yémen a toujours dit nous continuerons à interdire les eaux de la mer Rouge aux navires israéliens ou qui vont amener des marchandises à Israël tant que l'agression israélienne continue sur Gaza. Et tant que l'aide humanitaire n'arrive pas à la population, ils avaient ajouté les deux.
absolument, absolument. Et donc, il suffisait d'arrêter, de faire un cessez-le-feu, effectivement, un arrêt un cessez-le-feu, un arrêt des bombardements contre Gaza pour que tout s'arrête. Or, voilà que là, on voit que les Américains et les Britanniques, mais aussi alors les Français, les Anglais, les Français, les Allemands, etc. Ils ont participé sans participer, mais dans cette décision, en fait, ils se sont aussi abstenus, hein. Il me semble, tu me corrigeras. Là, je parle sous ton L'Algérie s'est contrôle abstenue, parce la que tu Russie viens. s'est abstenue. Par contre, des Hmm. pays comme la France et il me semble le Japon et d'autres font partie pleinement de la force que les États-Unis De sont en train de... l'OTAN, Mais voilà. en fait, ils sont en train de monter aussi une alliance maritime justement pour intervenir en mer Rouge avec une dizaine de pays. Toujours ce qu'ils font, c'est-à-dire ils prennent les 10 qui sont d'accord avec eux sur le moment, Oui, hop, ils en font une tout à alliance fait, tout comment à dire, fait, conjoncturelle qui répond à leurs besoins du moment mais qui ne correspond pas à une vraie je veux dire, alliance géopolitique durable puisque un coup c'est le tout G7, à un coup fait. c'est l'OTAN, un coup c'est ceci, cela. Tout à fait. Alors, effectivement, donc, il est important de pointer quand même les choses, que il aurait suffi effectivement d'arrêter l'agression contre Gaza pour que les Yéménites arrêtent aussi d'interdire aux navires qui vont vers Israël de naviguer. Alors il y a eu pas mal Mais de en fait, manifestations, il y a eu pas mal de manifestations pour dénoncer donc ces frappes américaines sur le Yémen. alors, en matière de manifestations, effectivement, les manifestations populaires au Yémen ont été massives et des millions de personnes dans les rues qui déplorent et qui condamnent effectivement cette agression américaine au Yémen. Alors là, je voudrais quand même, permets-moi de revenir un petit peu en arrière pour revenir à la Cour internationale de justice. Mhm. Puisqu'on parle de manifestations, il faut voir qu'il y a eu quand même des manifestations dans le monde entier qui continuent à soutenir la Palestine et qui se sont des délégations du monde entier qui se sont groupées aussi devant la Cour internationale de justice, hein, À La Haye. et des délégations qui sont à La Haye, des délégations qui sont venues des États-Unis. Il y a le mouvement des Juifs non sionistes qui sont venus de New York exprès aussi pour apporter leur soutien à la Cour et pour condamner le génocide, pour montrer qu'ils sont contre le génocide. Il y a eu même énormément de personnes qui sont allées de l'ensemble des capitales, de toutes les capitales et de toutes les villes européennes, des gens qui soutiennent la Palestine. D'ailleurs, je voudrais dire à cet effet que les Américains et les sionistes qui pensaient que ce mouvement allait s'arrêter pendant les fêtes et que le mouvement de soutien à la Palestine et à Gaza allait s'arrêter pendant les fêtes et que tout ça allait s'estomper avec le temps, etc. On a vu que tous les week-ends et tous les samedis et dimanches, il y avait des grandes manifestations de soutien dans toutes les villes pratiquement européennes et anglaises, en fait aussi. Quand je parle ville européenne, mais de l'Europe géographique et non pas de l'Union européenne seulement, mais aussi donc les plus impressionnantes étaient effectivement à Londres, hein, et les plus importantes à Londres, mais aussi devant la Maison Blanche aux États-Unis, à New York, à Washington, en Floride et en Californie et un peu partout dans le monde. À Chicago, il y a eu de très grandes manifestations contre Israël, en fait, et pour appuyer aussi cette en fait, initiative, hein, devant la Cour internationale de justice. Donc, ajouté à pas mal de pays aussi officiellement qui soutiennent cette initiative, dont l'Iran qui affirme son soutien à l'initiative
l'Iran et l'Algérie qui ont affirmé clairement leur soutien à cette initiative de l'Afrique du Sud, comme tout un tas d'autres pays. Alors, bon, ben là, c'est clair que et ça augmente la probabilité pour que il y ait comment dire, le verdict, que pour que le verdict de cette Cour internationale de justice aille dans le sens, effectivement, c'est un génocide qui est perpétré par l'État d'Israël, par l'État d'Israël contre les Palestiniens. Mhm. Là-dessus, d'ailleurs, les Israéliens ont commencé à prendre les devants en J'allais disant justement en que parler. voilà, les interventions ou les intervenants, ils commencent à dire il y a une dent contre de l'Afrique du Sud contre Israël. Ils commencent par dire que les avocats qui ont présenté ces chefs d'accusation ne sont même pas crédibles, que c'est faux. En fait, bon, ils renvoient d'un revers de la main toutes les accusations, mais bon, sans aucune preuve en face. C'est-à-dire quand c'est des Voilà. déclarations filmées de responsables israéliens, c'est difficile de nier ce qui a été dit de manière publique. C'est là où ils sont quand même un petit peu coincés. Alors, il y a, Oui, et puis en évidemment, France, dans les médias français, ils disaient que ah, leur tort, c'est qu'ils se sont exprimés trop vite et ils ont tout exprimé. alors, évidemment, les Israéliens sont Voilà. parfois dans l'outrance, hein, on les connaît pour ça. Je parle des responsables. Mm. Et donc, il y a eu ce propos, cette accusation comme quoi l'Afrique du Sud, ce serait le bras juridique du Hamas. Mm. Oui, ça, c'est aussi encore. Alors là-dessus, on peut penser effectivement, malgré l'ensemble des déclarations faites par les États-Unis, comme quoi on n'est pas pour l'élargissement de la guerre, on n'est pas pour l'élargissement. Ils sont allés, enfin, le Blinken a fait aussi des des pressions sur l'État libanais pour qu'il puisse faire pression contre la résistance libanaise ou en Irak contre la résistance irakienne, toujours pour et pour qu'ils ne soutiennent pas la Palestine parce que leur soutien fait que le front de la guerre s'élargit. Alors que on voit que eux, ils s'attaquent effectivement au Liban, ils s'attaquent au Yémen, parce que les attaques israéliennes contre les villages libanais du sud, elles sont quotidiennes. Qu'il y a eu même, comme tu disais, un responsable de la résistance libanaise qui est décédé aussi au combat. En fait, il est monté en martyr au combat que un autre, le fils du député Raad, qui est le président du groupe parlementaire soutien à la résistance, son fils est décédé aussi et monté en martyr dans ces attaques israéliennes donc contre des villages. Il y a eu des journalistes libanais qui ont été aussi tués à l'intérieur des frontières libanaises, des terres libanaises. Donc une attaque à la souveraineté, une attaque aux journalistes, une attaque aux civils, etc. Aussi à l'intérieur des terres libanaises qui ont été faites par Israël. Donc Israël aussi cherche à élargir la guerre, Mhm. mais en fait, hein, pourquoi alors qu'ils affirment le contraire, hein, et que aussi bien les Américains que les Israéliens affirment le contraire. En fait, parce que maintenant, Netanyahou, il est coincé complètement, d'abord par cette guerre, d'abord par les dossiers qu'il a contre lui, que si la guerre s'arrête, hein, il est obligé d'aller en prison, de toute façon, et il faut dire quand même que les échecs à la fois de l'armée israélienne
les échecs face à la résistance palestinienne. En fait, il n'a pas pu faire une seule victoire, hein. Il a fixé des objectifs qui sont irréalistes, hein, et non réalisables. Ils sont en train de retirer ils ont retiré leur brigade d'assaut, là, les Golani. Ils les ont retirés de Gaza, alors qu'ils faisaient la fête quand ils ont entendu qu'ils revenaient en Palestine occupée. Que en fait les cinq brigades sur 13 qui ont été retirées, que les parents et les familles des détenus, pas des détenus, des otages en fait, qu'on appelle les otages entre guillemets, ils font pression aussi, ils ont l'impression qu'ils ont été abandonnés par Netanyahou et qu'il ne veut même pas les sortir, et qu'il est en train vraiment de se foutre pas mal de la vie de ces gens-là, alors que aussi l'armée israélienne en a tué 3, et elle-même a été reconnue. Les témoignages des détenus des otages qui ont été libérés, qui allaient dans le sens de Hamas, en fait, dans le sens où ils ont été bien traités humainement, etc. Alors que les Israéliens ils font des rafles de civils, ils obligent à se déshabiller, à se balader nus, dans le froid, ils les maltraitent, ils leur font subir des exactions devant tout le monde, des efforts d'humiliation et de torture et d'exaction, etc., qui sont vus aussi par tout le monde, hein. Donc là, ça commence c'est en fait, ça fait qu'il y a un, un schisme à l'intérieur, où il y a une déstabilisation à l'intérieur. De toute façon, lui, il sait plus la contradiction entre l'armée et le pouvoir civil, entre l'armée et les services de renseignement, etc. Le gouvernement, il ne jouit d'aucun soutien, en fait, hein. Mhm. Donc, il sait, donc là, il est en fuite en avant, et il va effectivement démultiplier les champs, ou le cercle de la guerre, attirant avec lui les États-Unis, qui eux aussi sont plutôt aujourd'hui, je dirais encore plus qu'hier, avec l'histoire de la Cour internationale de justice, si c'est reconnu comme un génocide, ayant soutenu les Israéliens, ils se trouvent aussi en difficulté morale. Déjà, ils sont en difficulté morale vis-à-vis des peuples du monde entier, mais vis-à-vis aussi de leur propre peuple, au niveau, pour l'instant. Donc tout ça fait qu'ils s'attaquent tous azimuts. Ils s'attaquent au Yémen, aux mêmes endroits que le Yémen, où le Yémen a subi des bombes depuis 2015, hein, sur ordre d'Obama, hein, avec une coalition qui bombardait le Yémen, on le sait. Avec aussi une volonté de déstabiliser l'Iran par des attentats terroristes, hein, qu'ils ont soutenus. Ils disent que c'est Daesh ou c'est les Israéliens. De toute façon, y a-t-il une différence entre Daesh et les services du Shabak et du Mossad, hein? Alors cet attentat qui a eu lieu Voilà, en Iran dans la ville de Kerman a fait une centaine de morts, hein. C'était un attentat extrêmement sanglant. Lors de absolument. la Et commémoration, 180 blessés.
Oui, 180, un véritable carnage. Lors de la commémoration du quatrième anniversaire de la mort de Qassem Soleimani, le fameux général iranien dont on a parlé de nombreuses fois dans nos sites rep. Mhm, mhm, mhm. Donc effectivement, une tentative de déstabiliser l'Iran, j'en ai déjà parlé je crois une fois, en tout cas en aparté, je ne sais plus si c'était dans le cas d'un site rep. À mon sens, il y a une musique, une triste musique, une musique macabre qui monte dans les médias occidentaux contre l'Iran. J'en veux pour preuve cette quasi-systématicité dans les médias comme Le Monde, Le Figaro et plein d'autres médias de la presse écrite. Quand ils parlent du Hamas, quand ils parlent des Houthis du Yémen, des Houthis, hein, ils parlent pas du Yémen, ils disent bien les Houthis à chaque fois. Quand ils parlent du Hezbollah, Les rebelles houthis. voilà, à chaque fois ils disent Hezbollah, virgule, l'allié de l'Iran. Allié de l'Iran, le Hamas allié de l'Iran, les Houthis alliés de l'Iran. Et en fait, comme si c'était donc le grand méchant derrière toutes ces factions, c'est l'Iran. Et donc, effectivement, l'Iran depuis longue date a été diabolisé dans les médias occidentaux, mais là, je crois que c'est en train de monter d'un cran, et cet attentat, à mon avis, n'est pas un hasard, et s'inscrit dans cette séquence qui vient. On en parlait en préparant ce site rep, pardon, il y avait cette fameuse déclaration du général Wesley Clark également, qui témoignait que les États-Unis, dès le 11 septembre 2001 et les jours qui ont suivi, avaient en tête d'attaquer 7 pays en commençant par l'Afghanistan et l'Irak et en terminant par la Syrie et l'Iran. Et donc Tout à peut-être qu'il y fait. a Et ce le plan-là Soudan. aussi qu'ils essaient de réactiver. C'est un plan qui est imaginé au départ par les sionistes, hein, qui veulent créer un grand chaos global, une grande troisième guerre mondiale, pour que Israël sorte grand vainqueur et que Jérusalem soit la capitale du monde. On n'y est pas. Mm. Exactement. Alors, il y a aussi le fait quand même qu'ils sont jusqu'à maintenant euh, très surpris et très atteints par le fait que aujourd'hui, l'ensemble des pays, l'ensemble de l'axe de la résistance est bien soudé, bien coordonné. On voit quand même en soutien à Gaza, il y a des tirs de la part de la résistance irakienne contre les bases américaines en Irak, en Syrie, que même la résistance irakienne arrive à envoyer des missiles même jusqu'à Haïfa, jusqu'à la ville de Haïfa qui est sur la côte, hein, que la résistance libanaise a réussi effectivement à occuper 30% de l'armée israélienne pendant cette épreuve sur Gaza. Donc, en fait, les Israéliens ont déplacé 30% de leur armée vers les frontières nord, ce qui allège effectivement les armées ou l'attaque contre Gaza, On peut, que en plus, on peut mentionner que qu'Israël s'est d'ailleurs vilement vengé récemment en assassinant Wissam Hassan Tawil, qui est un des commandants du Hezbollah. C'est arrivé très récemment. Et donc ça oui, s'inscrit dans cette politique d'assassinat que Israël tout à fait. utilise de longue date, mais qui n'est pas forcément couronnée de succès, puisque la résistance est plus forte que jamais. Les assassinats ont été pratiquement une politique des Israéliens, vraiment. Dans le monde entier, d'ailleurs, des responsables palestiniens ont été assassinés dans toutes les villes du monde entier, d'ailleurs. Et ça n'a pas empêché effectivement la résistance de grandir et puis de devenir une grande force, effectivement, d'indépendance qui ne s'arrêtera pas avant l'indépendance réelle de la Palestine et de l'ensemble des pays de toute la région, en fait, hein. Donc après, il faudra que les forces d'occupation américaines sionistes soient balayées complètement de tous ces pays pour que il y ait effectivement un arrêt de la résistance. Donc ça, c'est un point qui est très, très important, effectivement, et merci de le signaler, Raphaël.
Et enfin, je dirais, il est très important de voir que malgré les 97 jours de carnage, hein, contre la population civile à Gaza, contre la population palestinienne en Cisjordanie, la résistance palestinienne a continué à dominer la scène, sur le plan militaire, hein, puisque ces missiles arrivent à Tel Aviv et on disait l'autre jour que Tel Aviv est devenu comme si c'était une colonie dans le contour de Gaza, c'est-à-dire que elle se vide d'activités, etc. Ajouté à donc toutes les villes qui, elles, n'ont absolument pas la possibilité d'avoir une vie économique normale. Les écoles sont arrêtées, les universités aussi. Beaucoup d'industries sont arrêtées. Je peux dire, hier, on disait que de toute façon, l'industrie du logiciel et l'industrie électronique, en fait, qui est un pilier de l'économie israélienne, elle est pratiquement neutralisée puisque toutes ces personnes, les personnes qui y travaillent sont mobilisées sur les fronts ou dans l'armée, dans le combat à droite à gauche, en fait, aussi bien contre la résistance libanaise que contre la résistance palestinienne à Gaza, que contre la résistance palestinienne en Cisjordanie. Donc, en fait, la facture économique est très importante pour cet État fantoche d'Israël, mais que surtout, et c'est très très important, le crédit international, en fait, de ces pays, alors d'Israël, des États-Unis, des pays de l'OTAN, en fait, surtout de la Grande-Bretagne, il est tombé très très bas aux yeux des peuples du monde. Et que ceux qui se disaient, se targuaient toujours de défense des droits de l'homme, d'abord, Israël se targuait d'être le pays le plus démocratique au Moyen-Orient. Il se targuait d'être le pays le plus juste au Moyen-Orient et respectueux des droits de l'homme et de la démocratie. Mon Dieu. Alors, quand on voit tous les crimes qui sont commis et qui ont percé le jour malgré la volonté de tous les groupes internationaux, en fait, de presse, etc., qui dominent la presse internationale, malgré leur volonté, ça a réussi à percer le jour à travers les réseaux sociaux, à travers le fait que maintenant, on ne peut plus rien cacher, que les vidéos arrivent quand même. Et malgré la tuerie des journalistes, pourquoi ils tuent des journalistes? Parce que ils ne veulent pas que les gens voient, que le monde voit. Ils veulent tuer en silence. Et donc, malgré tout, c'est arrivé et ça a percé le jour. Et maintenant, les peuples sont plus avertis de tous les crimes israéliens et sionistes dans la région, alors qu'avant, on pouvait occulter, on pouvait les berner par les médias mainstream, en fait, qui ne racontaient qu'une petite partie de la vérité, voire pas du tout. C'est vrai que je pense que ce mensonge-là que de Tsahal, l'armée la plus morale du monde, ça a été un mensonge tellement répété que bon, je pense qu'il y en a un certain nombre de gens dans les commentateurs à la télé ou autres qui, même sans y croire à 100%, se disaient oui, elle fait sans doute partie des armées les plus morales du monde, parce que c'est une armée démocratique comme celle de la France et des États-Unis. Maintenant, je pense que ce mensonge-là, il est apparu à beaucoup de Il est monde. aboli. C'est cette fameuse, en fait, fameux principe ésotérique qui est peut-être mal compris par certains sionistes ou au contraire trop bien compris, ce qui est en haut et ce qui est en bas, en fait, et ils disent parfois l'inverse de la vérité, c'est-à-dire quand ils disent là, Tsahal c'est l'armée la plus morale du monde, on peut comprendre que Tsahal en fait c'est l'une des armées les moins morales du monde et qui Absolument. malheureusement pour ces soldats pratique Mm. effectivement un nettoyage ethnique et un Bah oui, génocide. Il y a d'ailleurs tout une à photo fait. d'une
d'une soldate israélienne. Alors je sais pas si c'est un photomontage ou si c'est une vraie pancarte qu'elle tient. Je sais pas s'ils ont changé le message qui était dessus. Et c'était marqué I kill children. Donc si c'est Ouais. vrai, c'est une soldate qui n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait, qui n'est pas en accord et qui le dénonce. Après, ça a peut-être été un détournement, hein. Je n'ai pas été En fait, regarder l'origine de la photo. on a bien vu quand même qu'il y a des réservistes qui refusent de retourner à l'armée et qui refusent de prendre, israéliens, hein, qui refusent de prendre part effectivement au combat parce que c'est une armée raciste, d'apartheid, qui défend, qui tue les enfants, qui tue les femmes, etc. Alors, on l'a vu et ça a été même répercuté dans les médias français. Je ne sais pas, peut-être timidement, parce que moi, je l'ai entendu à 7 heures du matin ou à 6 heures du matin il y a À la quelques radio. jours, enfin, oui, à la radio. Je ne sais pas si ça a été redit parce que mais c'était sur France Inter quand même. C'est pas, c'était sur un canal officiel, je On en a dirais. parlé au précédent site rep, Mm. il me semble. Voilà, tout à Mhm. fait. On en avait parlé, mais je rappelle juste effectivement. Bon, donc voilà, la situation, elle est, en gros, elle est en voie d'embrasement du Moyen-Orient, de l'ensemble de la région, fait par mené par un, un fou qui est Netanyahou et qui amène avec lui ou pousse avec lui les États-Unis et l'Angleterre qui sont en fait les parrains d'Israël en fait, puisque c'est eux les créateurs et les parrains et les défenseur de cet État fantoche d'Israël et qui entame sa fin, en fait, sa course finale. Et bon, ça sera pas fini en 2 jours, mais en fait, là, c'est la descente, effectivement, inévitable d'Israël, en fait. Alors ce site C'est rep ça. touche également à sa fin, mais il connaîtra une suite, fort heureusement. Ce ne sera pas comme la fin de Netanyahou, sa chute qu'on espère définitive, elle. Euh, donc il nous reste à souhaiter vraiment à Dick Gang Moseneke, donc le magistrat mène la délégation d'Afrique du Sud à la CIJ, d'avoir une action couronnée de succès dans son entreprise, dans sa plainte contre l'État d'Israël pour génocide. C'est Mm. vrai que donc les faits sont têtus et donc C'est un phénomène historique, quand même. Oui, 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 tout les à faits sont fait. têtus et tu as bien fait de rappeler un peu tous ces faits qui ont été, ces déclarations qui ont été rappelées dans l'enceinte Mm. de cette cour. Euh, Juste pour clore sur ce mensonge de Tsahal, l'armée la plus morale du monde, il y a eu ce dramatique, je ne sais pas si on peut appeler ça incident, tellement c'est une politique presque systématique de l'armée israélienne, semble-t-il. Ces otages qui se sont échappés avec un drapeau blanc, ces otages israéliens qui ont été tués par leur propre Mm. armée, ce qui montre à Ah quel oui. point, oui, voilà l'armée la plus morale du monde. Donc je pense que bah, là, même les Israéliens qui croyaient à ce mensonge, bah, il y en a une partie d'entre eux qui ça a dû leur dessiller Les les yeux. Iraniens? Pardon, les Israéliens, pardon. Ah, Les d'accord. Israéliens, je me suis trompé de Mm. terme, pardon. Tu Mm, fais bien de me mm, corriger. mm. Ouais. Ouais. Ok. Aïssa Alors Midani, oui, tu voulais rajouter peut-être une effectivement, dernière on chose? espère, oui, une dernière chose. Moi, je pense que de toute façon, la résistance palestinienne va gagner, de toute façon, parce que elle est déterminée à gagner et à défendre son indépendance Oui, et parce que sa cause est juste. c'est une colonisation et ce siècle qui vient n'est plus, n'est plus, c'est la dernière colonisation en fait, il faut dire, sur le globe terrestre et donc cette colonisation d'occupation qui s'obstine, hein, donc elle va finir de toute façon inévitablement, mais le prix est très fort, mais ça viendra, ça d'une part. Les Palestiniens sont déterminés à être victorieux, à défendre leur pays, mais c'est aussi de plus en plus l'axe de la résistance et des alliés du monde entier aux Palestiniens sont là pour défendre leurs opinions aussi
et contre l'occupation. Bon, on est dans un monde nouveau qui, espérons, donnera plus de marge au peuple d'exister et à exprimer leur véritable velléité de diriger, de s'approprier leurs ressources et leurs politiques. Allez, Sarmi Dani, merci beaucoup pour toutes tes analyses, pour toutes les informations que tu as portées à nouveau à notre connaissance pendant ce site rep. Je remercie également Neila Arab, la TV du Net et Africasie pour relayer régulièrement nos sites rep, nos interviews. Merci à eux, merci à tous ceux qui prennent le soin et le temps de commenter également sur YouTube. Voilà, on ne prend pas forcément tout le temps de répondre à chacun, mais on le fait de temps en temps. Et ben, je vous donne rendez-vous dans 10 jours. Au revoir. Et merci de vous abonner parce qu'on a du mal à distribuer à beaucoup de monde. Merci de vous abonner à notre chaîne. Au revoir. Au revoir.